Bienvenue dans le Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à un sujet, je pense, qui nous concerne tous, le lien entre le stress et la prise de poids. Oui, un sujet complexe et parfois un peu frustrant. Oui, carrément. On entend souvent dire que le stress fait grossir, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple, Bou? Pas si simple, en effet. Pour cette deep dive, on va se plonger dans un chapitre d'un manuel médical qui analyse ce lien en détail. Super. Hein. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On a tous vécu des moments de stress et peut-être remarqué un impact sur notre poids. Oui, c'est une expérience assez commune. Mais ce chapitre nous dit que ce n'est pas systématique. Alors pourquoi certains prennent du poids sous l'effet du stress et d'autres non? C'est là que ça devient intéressant. Déjà, il faut rappeler ce qu'est le stress. Anceli, qui a introduit ce terme en 1936, le définit comme la réponse non spécifique de notre corps à une agression. Donc une réaction générale en quelque sorte. Exactement. Et la prise de poids n'est une des conséquences possibles parmi d'autres. Donc ce n'est pas une fatalité. Il y a d'autres sous-éléments qui entrent en jeu. Absolument. Le type de stress, sa durée, notre profil individuel, notre génétique. Tout ça influence la façon dont notre corps réagit. D'accord, donc on n'est pas tous égaux face au stress et à ses effets sur le poids. Le chapitre mentionne-t-il des exemples concrets pour illustrer ça? Oui, par exemple, une étude s'est penchée sur le cas des parents d'enfants atteints de cancer. Oh là là, quelle situation difficile. Eh bien, ces parents ont tendance à prendre plus de poids que d'autres parents. Imaginez le stress intense qu'ils vivent au quotidien. C'est terrible. Et le chapitre parle aussi des traumatismes psychologiques. Oui, il évoque des cas de prise de poids massive après des événements traumatisants, comme des agressions sexuelles. Il parle même d'une profonde détérioration du corps. C'est vraiment troublant. Y a-t-il des recherches qui confirment ce lien entre stress post-traumatique et obésité? Oui, une méta-analyse portant sur plus de 600 000 personnes a révélé un lien clair. Les individus souffrant de stress post-traumatique ont un AMC plus élevé que les autres. Waouh, c'est impressionnant. On voit déjà que le stress, sous différentes formes, peut bel et bien influencer notre poids. Oui, mais attention à ne pas tomber dans la simplification. Le chapitre nous met en garde contre l'idée que le stress équivaut automatiquement à une prise de poids. C'est vrai, on a vite fait de faire des raccourcis. Exactement. D'ailleurs, il y a une étude fascinante menée sur des navigateurs qui ont fait le tour du monde en voilier. Ah oui, j'en ai entendu parler. Eh bien, même ceux qui n'étaient pas en surpoids au départ ont pris du poids au niveau abdominal. C'est étonnant. On imagine le stress que ça représente de naviguer pendant des mois. Mais ça veut dire que même sans traumatisme majeur, le stress peut nous impacter physiquement. Exactement. Et ça nous amène à un autre type de stress que beaucoup d'entre nous connaissent, le stress au travail. Ah oui, le stress au travail est un grand classique. Le chapitre parle du stress social, celui qu'on ressent quand on a beaucoup d'exigences au travail, mais peu de contrôle sur la situation. Ah oui, le fameux burn-out. Exactement. Et des études menées dans plusieurs pays, comme la Suède, le Royaume-Uni, la Finlande, le Danemark, ont montré que ce type de stress professionnel est souvent associé à une prise de poids. Donc le stress au travail, même sans être aussi intense qu'un traumatisme, peut contribuer à la prise de poids. Mais est-ce que c'est parce que le stress nous pousse à manger plus sain? C'est l'idée qu'on a souvent. Pas forcément. Le chapitre nuance cette idée reçue. En fait, l'effet du stress sur l'alimentation est très variable. Certaines personnes mangent moins sous l'effet du stress, tandis que d'autres mangent plus. Alors pourquoi a-t-on souvent envie de chocolat ou de chips quand on est stressé ou rude? On dirait que notre cerveau nous joue des tours. C'est là que ça devient intéressant. Le chapitre explique que le stress impacte notre système de récompense. Ah oui, le système de récompense, c'est un peu le centre du plaisir dans notre cerveau, non? Exactement. Et quand on est stressé, ce système nous pousse vers des aliments très agréables au goût, souvent riches en calories, même si on n'a pas vraiment faim. Ah d'accord. Donc ce n'est pas juste une question de manque de volonté. Notre cerveau nous pousse vers ces aliments réconfortants, même si on n'a pas besoin de manger. Tout à fait. Et le chapitre souligne un autre point important, les régimes restrictifs. Ah bon? C'est-à-dire tout. Eh bien, figurez-vous qu'une restriction alimentaire, surtout si elle est déjà en place, peut amplifier les envies de manger sous l'effet du stress. C'est paradoxal, non? On essaie de manger sainement et le stress nous fait craquer encore plus. Oui, c'est un peu un cercle vicieux. On se prive, on stresse et on finit par compenser avec des aliments souvent peu sains. Bon, on commence à comprendre pourquoi le lien entre stress et prise de poids est si complexe. On ne peut pas juste dire le stress fait grossir, c'est plus subtil que ça. Tout à fait. Et pour comprendre ces subtilités, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans notre corps au niveau hormonal. Ah, les hormones sortent. C'est souvent un facteur clé dans ces mécanismes complexes. Le chapitre met en avant une hormone en particulier. Oui, il met en lumière le rôle crucial du neuropeptide Y qu'on appelle NPY. NPY, c'est quoi exactement? C'est un messager chimique dans notre cerveau
qui stimule l'appétit et réduit l'anxiété. Et devinez quoi? Il est impliqué dans la prise de poids liée au stress. On dirait bien qu'on tient un suspect. Et à la Hani. Mais comment ça marche? Comment le NPY et le stress interagissent-ils pour nous faire prendre du poids? Le NPY agit en tandem avec le cortisol, l'hormone du stress par excellence. Le cortisol, on le connaît bien celui-là. C'est un peu le grand méchant loup quand on parle de stress. En effet, le cortisol joue un rôle majeur. Quand on est stressé, sa production augmente et ça peut favoriser l'accumulation de graisse, surtout au niveau du ventre. Ah, la fameuse brioche cordée. Mais pourquoi le cortisol s'acharne-t-il sur notre ventre? Pourquoi pas les jambes ou les bras? C'est parce que la graisse abdominale possède de nombreux récepteurs au cortisol. C'est comme si le cortisol était attiré par cette zone comme un aimant. Pas cool. Et en plus de nous donner du ventre, le cortisol a d'autres effets néfastes. Malheureusement, oui. Le cortisol peut perturber la régulation de l'appétit en stimulant le NPY, en bloquant la leptine, l'hormone de la satiété, et en diminuant une autre hormone appelée CRH. Waouh! C'est tout un cocktail hormonal qui nous pousse à manger plus et à stocker plus de graisse. Exactement. Et ce n'est pas tout. Le cortisol peut aussi contribuer à l'insulinorésistance. L'insulinorésistance NCO4. C'est un état où nos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, l'hormone qui régule notre taux de sucre dans le sang. Et ça peut mener au diabète si je ne me trompe pas. Exactement. L'insulinorésistance est un facteur de risque majeur pour le diabète de type 2. Bon, le cortisol n'est vraiment pas notre ami, c'est clair. Mais est-ce que le taux de cortisol dans le sang suffit à expliquer tous ces effets? Si on fait une prise de sang et que le taux est normal, on peut se rassurer. Pas nécessairement. Le chapitre souligne que le taux de cortisol circulant ne reflète pas forcément ce qui se passe dans nos tissus. Il existe des enzymes, comme la 11-HSD1, qui régulent la transformation du cortisol au niveau local dans les tissus. Attendez, ça veut dire que même si notre taux de cortisol global semble normal, il peut quand même y avoir des effets néfastes au niveau cellulaire. Oui, c'est possible. L'activité de cette enzyme 11-HSD1 peut être influencée par divers facteurs, notamment génétiques, environnementaux et même épigénétiques. C'est vraiment complexe. On se rend compte que le lien entre le stress et la prise de poids est multifactoriel. On a parlé des hormones, des enzymes, mais aussi de notre comportement alimentaire. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier l'impact du stress sur notre santé cardiovasculaire. Ah oui, c'est vrai. Le stress est un facteur de risque important pour les maladies cardiaques. On l'oublie souvent. Le chapitre explique que le stress chronique, en plus de ses effets métaboliques, peut contribuer au syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est quoi exactement? Imaginez un ensemble de facteurs de risque qui se regroupent et augmentent le risque de maladies cardiaques, d'AVC et de diabète de type 2. On parle obésité abdominale, d'hypertension artérielle, d'un taux de triglycérides élevé et d'un faible taux de bon cholestérol. Et le stress peut aggraver tous ces facteurs. Oui, le stress chronique favorise l'inflammation dans notre corps et perturbe le fonctionnement de nos vaisseaux sanguins. C'est effrayant. On se rend compte à quel point le stress est néfaste pour notre santé globale. Absolument. Et il est important de rappeler que le stress est souvent lié à des facteurs socio-économiques et professionnels, comme on l'a vu avec le stress social. C'est vrai. On ne peut pas dissocier le stress de notre environnement et de nos conditions de vie. Tout à fait. Alors, face à ce constat plutôt alarmant, que peut-on faire CEST? Y a-t-il des solutions pour lutter contre le stress et ses effets néfastes? Le chapitre aborde la gestion du stress comme un élément important dans la lutte contre le surpoids. C'est logique. Si on réduit le stress, on réduit ses conséquences sur notre poids et notre santé. Exactement. Des études ont montré que la perte de poids réussie est souvent associée à une diminution du stress. Intéressant. Donc, en gérant mieux le stress, on augmente nos chances de maigrir durablement. Oui, c'est une piste à explorer. Et certaines études suggèrent que l'intégration de techniques de gestion du stress dans les programmes d'amaigrissement peut améliorer les résultats. C'est encourageant. Et certaines études suggèrent que l'intégration de techniques de gestion du stress dans les programmes d'amaigrissement peut améliorer les résultats. C'est encourageant. Ben, Donc en plus d'alimentation et d'exercice, il faut prendre en compte le stress pour une perte de poids durable. oui, c'est un facteur souvent négligé. Mais au fait, comment ça se passe concrètement dans notre corps? Le chapitre aborde ce sujet. Oui, absolument. Il explique que le stress déclenche une véritable cascade hormonale. Ah, les hormones, encore elles nez. Eh oui. On a déjà parlé du cortisol, mais il y a aussi d'autres acteurs importants, comme l'adrénaline, par exemple. L'adrénaline, celle qui nous donne un coup de fouet quand on a peur. Exactement. C'est l'hormone de l'action, de la fuite ou du combat. D'accord? Et en situation de stress chronique, cette adrénaline est libérée en continu, ce qui peut avoir des conséquences sur notre métabolisme. Ah bon, c'est-à-dire, quelles conséquences qu'a? Eh bien, l'adrénaline peut augmenter la production de glucose par le foie, ce qui fait grimper notre taux de sucre dans le sang.
Ah oui, je vois. Et si ce sucre n'est pas utilisé par les muscles, eh bien, il risque d'être stocké sous forme de graisse. D'accord. Donc le stress peut non seulement nous pousser à manger plus, mais aussi à stocker plus facilement les calories qu'on consomme. Tout à fait. C'est un double effet qui se coule. Pas cool du tout. Et en plus de l'adrénaline, le stress chronique peut perturber la production d'autres hormones. Oui, absolument. Il peut dérégler la production de la leptine qui régule la satiété et de la gréline qui stimule l'appétit. Attendez, si je comprends bien, la leptine nous dit stop, on a assez mangé, et la gréline nous dit allez, on a faim. Exactement. Et le stress peut faire baisser la leptine et augmenter la gréline, ce qui nous pousse à manger plus et à avoir du mal à nous sentir rassasiés. Donc c'est un véritable cercle vicieux. Oui, c'est un peu ça. Bon, on se rend compte que le stress a un impact multiple sur notre organisme, et que la prise de poids n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est une bonne image. Le stress peut avoir des conséquences bien plus profondes sur notre santé. Oui, notamment sur le plan cardiovasculaire. Ah oui, on a évoqué ce point tout à l'heure. Le stress est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. Le chapitre donne des précisions sur ce lien. Oui, il explique que le stress chronique augmente la tension artérielle et le rythme cardiaque, ce qui sollicite davantage notre cœur. Oh. En plus de ça, le stress chronique favorise l'inflammation des vaisseaux sanguins, ce qui augmente le risque de formation de plaques d'athérome. Les plaques d'athérome, c'est ESA. Ce sont des dépôts de graisse et de cholestérol qui se forment sur la paroi des artères. Ah oui, ces fameuses plaques qui bouchent les artères et provoquent des infarctus. Exactement. C'est assez effrayant de constater à quel point le stress peut impacter notre santé. Oui, en effet. Heureusement, on a vu que la gestion du stress peut faire partie de la solution. Le chapitre propose-t-il des pistes concrètes pour mieux gérer le stress au quotidien? Oui, il mentionne l'importance de mettre en place des techniques de relaxation, comme la méditation, le yoga, la sophrologie. Ce sont des approches qui ont fait leurs preuves pour réduire le stress et l'anxiété. Oui, tout à fait. Le chapitre souligne également l'importance de l'activité physique régulière. Ah oui, le sport, c'est un excellent anti-stress. Oui, en effet, l'activité physique permet de libérer des endorphines, qui ont un effet relaxant et euphorisant. Et en plus, ça nous aide à brûler des calories et à garder la ligne. C'est un combo gagnant. Carrément. Et sinon, le chapitre parle du sommeil. Oui, bien sûr. Il insiste sur l'importance d'un sommeil de qualité. Ah oui, bien dormir, c'est essentiel pour être en forme et gérer le stress. Exactement. Dès qu'il y a un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut aggraver le stress et augmenter le risque de prise de poids. Donc on a un triptyque gagnant pour lutter contre le stress. La relaxation, l'activité physique et le sommeil. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier l'importance de l'alimentation. Ah oui, on y revient. Le chapitre donne des conseils spécifiques pour une alimentation anti-stress. Oui, il recommande une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres. D'accord. Il faut privilégier les aliments riches en magnésium, qui a un effet relaxant, et en oméga 3, qui protège le système cardiovasculaire. Et bien sûr, limiter les aliments transformés, le sucre, les graisses saturées, tout ce qui favorise l'inflammation. Exactement. Bon, on a vu que le stress est un ennemi redoutable pour notre santé, mais qu'on n'est pas pour autant impuissant face à lui. Non, heureusement. En adoptant un mode de vie sain, en gérant mieux nos émotions, en apprenant à nous détendre, on peut minimiser son impact négatif. Oui, tout à fait. L'important, c'est de prendre conscience du problème et de mettre en place des stratégies pour mieux vivre au quotidien. Et n'oublions pas que le stress fait partie de la vie. On ne peut pas l'éliminer complètement, C'est sûr. mais on peut apprendre à le gérer pour qu'il ne devienne pas toxique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, si on se sent dépassé par le stress, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à un professionnel de santé. Oui, absolument. Il existe des solutions pour vous accompagner et vous aider à retrouver un équilibre. Voilà un message important. On arrive au terme de cette deuxième partie de notre plongée dans l'univers du stress et de la prise de poids. Déjà. Eh oui, le temps passe vite quand on parle de sujets passionnants. On a vu que le stress a un impact multiple sur notre organisme, de nos hormones à notre comportement alimentaire, en passant par notre système cardiovasculaire. Mais on a aussi découvert des solutions concrètes pour mieux gérer le stress au quotidien et minimiser ses effets négatifs. Dans la troisième et dernière partie de cette plongée, on va explorer un aspect fascinant du lien entre stress et prise de poids. Le rôle du microbiote intestinal. Ah oui, le microbiote. Un sujet passionnant qui ouvre des perspectives prometteuses pour la gestion du stress et la prévention de l'obésité. Alors, restez avec nous pour découvrir les secrets de cette relation complexe entre notre cerveau, notre ventre et notre poids. Alors, on a beaucoup parlé des hormones du comportement,
Mais il est temps maintenant de se pencher sur le microbiote intestinal. Ah oui, le microbioté? Vous nous aviez mis l'eau à la bouche à la fin de la dernière partie. J'avoue que j'ai hâte d'en savoir plus. C'est qu'on entend de plus en plus parler du lien entre le microbiote et la santé en général, mais quel est son rôle précis dans cette histoire de stress et de prise de poids? C'est une question qui passionne les chercheurs. Imaginez un peu des milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins et elles communiquent en permanence avec notre cerveau, notre système immunitaire et même nos cellules graisseuses. On dirait un film de science-fiction, mais concrètement, comment le stress peut-il influencer ces bactéries-là? On a l'impression que c'est assez éloigné de notre cerveau et de nos émotions. Le lien est plus étroit qu'on ne le pense. Le stress peut modifier la composition de notre microbiote en favorisant certaines espèces de bactéries au détriment d'autres. Donc le stress pourrait créer un déséquilibre dans notre flore intestinale. Et ce déséquilibre pourrait nous faire grossir SEO. C'est une hypothèse qui est de plus en plus étudiée. Certaines recherches suggèrent que le stress chronique peut diminuer la diversité de notre microbiote, ce qui est généralement associé à une moins bonne santé. Et ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes sont plus sensibles au stress et à la prise de poids que d'autres. On pourrait imaginer que leur microbiote est moins résistant face aux perturbations. Exactement. On pense que la composition du microbiote pourrait jouer un rôle dans la sensibilité au stress et à ses conséquences métaboliques. C'est incroyable de penser que des bactéries microscopiques pourraient avoir un tel pouvoir sur notre corps. Mais comment agissent-elles concrètement? Comment influencent-elles notre métabolisme et notre poids? Il y a plusieurs mécanismes en jeu. Par exemple, certaines bactéries intestinales peuvent influencer la façon dont notre corps absorbe les nutriments et stocke les graisses. Donc en fonction des bactéries qui dominent dans notre intestin, on pourrait assimiler plus ou moins de calories à partir des mêmes aliments. Oui, c'est possible. Le microbiote peut aussi influencer la production d'hormones qui régulent l'appétit, comme la leptine et la ghrelin. On en revient à ces fameuses hormones. Donc le stress, en modifiant notre microbiote, pourrait indirectement impacter notre appétit et notre satiété. Tout à fait. Et il y a un autre aspect important, l'inflammation. Ah oui, on a parlé de l'inflammation liée au stress tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous que le microbiote joue un rôle crucial dans la régulation de l'inflammation. Un déséquilibre du microbiote peut favoriser l'inflammation chronique, qui contribue à la prise de poids et au développement de maladies métaboliques. C'est un cercle vicieux. Le stress perturbe notre microbiote, ce qui favorise l'inflammation, qui à son tour augmente le risque de prise de poids et de maladies. Exactement. C'est pour ça que prendre soin de son microbiote est essentiel, d'autant plus quand on est sujet au stress. Et comment fait-on pour prendre soin de son microbiote? Le chapitre donne des conseils. Oui, il recommande une alimentation riche en fibres, qui nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin. Donc, il faut manger beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes. Tout à fait. Il faut aussi limiter les aliments transformés, le sucre, les graisses saturées, tout ce qui favorise le développement des bactéries néfastes. On retrouve les conseils d'une alimentation saine et équilibrée qui semble bénéfique à tous les niveaux. Exactement. Le chapitre mentionne également l'intérêt des probiotiques et des prébiotiques. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries qu'on trouve dans les yaourts et les compléments alimentaires, c'est ça, ouais. Oui, et les prébiotiques sont des fibres qui servent de nourriture aux probiotiques, ce qui favorise leur développement dans l'intestin. Donc, en consommant des probiotiques et des prébiotiques, on pourrait rééquilibrer notre flore intestinale et ainsi limiter l'impact négatif du stress. C'est une piste prometteuse, mais il reste encore beaucoup de recherches à mener pour confirmer l'efficacité de ces approches. C'est un domaine en pleine effervescence, on dirait. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le microbiote et son influence sur notre santé. Tout à fait. C'est un domaine passionnant qui nous réserve encore bien des surprises. Bon, on arrive au terme de notre plongée dans le monde complexe du stress et de la prise de poids. On a exploré de multiples facettes, des hormones au comportement alimentaire, en passant par ce fascinant microbiote intestinal. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Je dirais qu'il faut d'abord prendre conscience de la complexité de ce lien. Le stress ne fait pas forcément grossir tout le monde de la même façon, et la prise de poids n'est qu'une des conséquences possibles du stress chronique. Oui, on a vu que le stress peut perturber notre métabolisme, notre appétit, notre sommeil et même la composition de notre flore intestinale. Exactement. Et face à ce constat, il ne faut pas baisser les bras. On a aussi découvert de nombreuses solutions pour mieux gérer le stress au quotidien, en adoptant un mode de vie plus sain, en apprenant à se détendre et en prenant soin de son microbiote. Tout à fait. On a tous un pouvoir d'action sur notre santé et notre bien-être. Absolument. Alors, si vous vous sentez stressé, n'hésitez pas à mettre en pratique les conseils qu'on a évoqués aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il existe de nombreuses ressources pour vous accompagner et vous aider à retrouver un équilibre. Je suis entièrement d'accord.
Merci beaucoup pour votre participation à cette plongée fascinante dans l'univers du stress et de la prise de poids. On espère que vous avez appris des choses utiles et que vous vous sentez mieux armé pour affronter les défis du quotidien. Merci à vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde de la santé et du bien-être. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.